Ce document est produit par l'Université Joseph Fourier Grenoble 1 en collaboration avec la région Rhône-Alpes et l'Université numérique francophone des sciences de la santé et du sport. Dès lors qu'ils ont eu à leur connaissance un nombre conséquent d'éléments, les chimistes ont tenté de classer ces éléments en fonction de leurs propriétés. Diverses classifications ont été proposées. Celle qui est utilisée aujourd'hui est une version modifiée et actualisée d'une classification proposée à la fin du XIXe siècle par Dimitri Mendeleïev. Les éléments y sont classés en fonction de leur configuration électronique. Pour étudier cette classification périodique des éléments, on va d'abord la présenter et puis on ira voir l'évolution des propriétés des éléments chimiques dans cette classification. Au niveau de la présentation, on va faire un bref historique, puis on ira voir comment s'articule cette classification sous sa forme actuelle, et on étudiera les principales familles de la classification périodique. Pour ce qui est de l'histoire de la classification périodique des éléments, comme je l'ai dit en introduction, c'est une classification qui a été proposée par Mendeleïev vers 1870. Il a classé par masse atomique croissante les 63 éléments qu'on connaissait à l'époque. L'idée de Mendeleïev, ça a été d'inverser certains éléments de manière à placer en colonne les éléments aux propriétés chimiques voisines. Par exemple, il lui fallait inverser, selon son classement par masse atomique croissante, l'iode et le tellure pour que l'iode se retrouve dans une colonne où il avait des propriétés chimiques analogues aux éléments qui étaient au-dessus de lui. L'autre idée de Mendeleïev, ça a été de prévoir certaines propriétés de cases vides. En fait, il a prédit les propriétés que devraient avoir les éléments, encore inconnus, qui occuperaient ces cases. Ce modèle a été validé par la découverte du gallium en 1875. Le gallium avait des propriétés chimiques analogues à celles de l'aluminium, et ces propriétés correspondaient très exactement à celles prévues par Dimitri Mendeleïev pour un élément de telle masse atomique. En 1886, pareil avec le germanium. Donc ces deux découvertes ont validé le classement selon Mendeleïev. De plus, en 1910, on a découvert la charge du noyau, ça a été fait par Rutherford, et alors a été introduit le numéro atomique Z d'un élément. On a établi une nouvelle classification, non plus selon la masse atomique croissante, mais selon le numéro atomique croissant. Les inversions qu'avait dû faire Mendeleïev n'étaient plus de rigueur, puisque par exemple pour l'iode et le tellure, eh bien, la masse atomique n'évolue pas comme le numéro atomique. L'iode se retrouvait dans la bonne colonne, le tellure dans la bonne colonne, en fonction de leur numéro atomique. Classer par numéro atomique croissant, ça revient à classer en fait selon la configuration électronique des atomes. Et donc c'est la base de la classification périodique des éléments sous sa forme actuelle. Comment est organisée la classification périodique des éléments sous sa forme actuelle ? Chaque ligne ou période de la classification est associée à un nombre quantique n. La nth ligne débute par le remplissage de l'orbital ns et se termine lorsque la sous-couche np est remplie. Autrement dit, la ligne d'un élément, c'est le plus grand nombre quantique principal n qui apparaît dans sa configuration électronique. Chaque colonne ou groupe de la classification rassemble les éléments de même configuration électronique de valence. La classification est organisée en 7 périodes et en 18 colonnes. En fait, on va voir par la suite que les éléments de ce qu'on appelle le bloc F sont mis à part pour ne pas alourdir la classification. Voici cette classification. Les 92 premiers éléments, jusqu'à l'uranium, sont naturels. On compte aujourd'hui en plus une vingtaine d'éléments artificiels qui ne sont pas tous représentés ici. Alors, on retrouve les 7 lignes et les 18 colonnes, ainsi que 14 colonnes en rose qui sont mis à part. Chaque colonne correspond à une configuration de valence bien définie. Dans ces configurations qui viennent d'apparaître, le nombre n correspond au nombre quantique principal le plus élevé dans la configuration de l'élément, c'est-à-dire qu'il correspond à la ligne de l'élément. Et le n' qui apparaît dans les configurations des colonnes jaunes, il vaut en fait n-1. On distingue dans cette classification différents blocs qui sont fonction de la sous-couche sur laquelle se place le dernier électron lorsque l'on détermine la configuration électronique d'un élément. Le bloc S, voici cette classification.
Les 92 premiers éléments, jusqu'à l'uranium, sont naturels. On compte aujourd'hui en plus une vingtaine d'éléments artificiels qui ne sont pas tous représentés ici. Alors, on retrouve les 7 lignes et les 18 colonnes, ainsi que 14 colonnes en rose qui sont mis à part. Chaque colonne correspond à une configuration de valence bien définie. Dans ces configurations qui viennent d'apparaître, le nombre n correspond au nombre quantique principal le plus élevé dans la configuration de l'élément, c'est-à-dire qu'il correspond à la ligne de l'élément. Et le n' qui apparaît dans les configurations des colonnes jaunes, il vaut en fait n-1. On distingue dans cette classification différents blocs qui sont fonction de la sous-couche sur laquelle se place. À partir de cette classification périodique des éléments qui est réduite ici, j'ai ôté le bloc F pour des raisons de lisibilité et en fait ce sera général, je m'occuperai plus par la suite du bloc F qui est composé d'éléments qui ne nous interrompront pas. Eh bien, on peut déterminer donc à partir de cette classification la configuration électronique de valence d'un élément si on connaît sa place dans la classification. On va faire ce travail sur l'exemple du fer, de numéro atomique Z égale 26. Le fer se trouve dans la quatrième période ou quatrième ligne, donc le nombre quantique principal le plus élevé dans sa configuration électronique, c'est n égale 4. Il se trouve dans la huitième colonne, donc sa configuration électronique de valence étant n'd6 ns2 ou n égale 4 et où n' qui vaut donc n-1 est égal à 3. Sa configuration de valence, c'est donc 3d6, 4s2. Le fer a donc, parmi ses 26 électrons, 8 électrons de valence. Les 18 électrons de cœur s'agencent selon la configuration électronique du gaz noble qui précède le fer dans la classification périodique. Encore une fois, un gaz noble, on reverra lorsque j'étudierai les principales familles, c'est un élément dont la configuration électronique se termine en NP6, c'est-à-dire, étant donné la construction de la classification périodique, un élément de la dernière colonne. Et donc, ceci justifie la notation simplifiée qui est apparue, notation simplifiée que j'avais déjà utilisée au chapitre précédent. Si on peut trouver, à partir de la place d'un élément dans la classification, sa configuration électronique de valence, le plus souvent, on vous demandera de faire l'inverse, c'est-à-dire de trouver, à partir d'une configuration donnée, la place d'un élément dans la classification. Alors, la ligne ou la période de l'élément, ça correspond directement au nombre quantique principal n, le plus élevé, dans la configuration électronique. Donc, si on a la configuration électronique, on a directement la ligne. Comme les colonnes sont organisées selon les configurations électroniques de valence, on retrouve le numéro de la colonne d'un élément à partir de son nombre d'électrons de valence. Pour des éléments du bloc S, le nombre d'électrons de valence, que je note grand N indice V, donne la colonne. C'est la même chose pour les éléments du bloc D. Pour le bloc D, la sous-couche D est en cours de remplissage et les électrons D sont alors des électrons de valence. Alors, une remarque, on peut discuter sur la 12e colonne de la classification, qui est la dernière du bloc D, c'est-à-dire celle des éléments de configuration de valence en n-1 d10 ns2. Si on peut trouver, à partir de la place d'un élément dans la classification, sa configuration électronique de valence, le plus souvent, on vous demandera de faire l'inverse, c'est-à-dire de trouver, à partir d'une configuration donnée, la place d'un élément dans la classification. Alors, la ligne ou la période de l'élément, ça correspond directement au nombre quantique principal n, le plus élevé, dans la configuration électronique. Donc, si on a la configuration électronique, on a directement la ligne. Comme les colonnes sont organisées selon les configurations électroniques de valence, on retrouve le numéro de la colonne d'un élément à partir de son nombre d'électrons de valence. Pour des éléments du bloc S, le nombre d'électrons de valence, que je note grand N indice V, donne la colonne. C'est la même chose pour les éléments du bloc D. Pour le bloc D, la sous-couche D est en cours de remplissage et les électrons D sont alors des électrons de valence. Alors, une remarque, on peut discuter sur la 12e colonne de la classification, qui est la dernière du bloc D, c'est-à-dire celle des éléments de configuration de valence en n-1 d10 ns2. Dans la classification périodique, il n'y a pas d'évolution prévisible des propriétés avec Z. Par exemple, le fluor de numéro atomique 9 est extrêmement réactif, alors que l'élément qui le suit dans la classification, le néon, avec Z égale 10, est lui inerte.
Les propriétés chimiques sont par contre analogues dans une colonne, et ceci provient du fait que dans une colonne, la configuration de valence est la même, et que, comme on l'a déjà mentionné, les électrons de valence sont ceux responsables des propriétés des éléments. Alors une petite remarque sur l'hélium. L'hélium, c'est l'élément de numéro atomique 2, et donc il est de configuration électronique 1s2. Il devrait appartenir au bloc S. L'hélium est pourtant classé dans le bloc P, du fait de propriétés chimiques strictement analogues aux éléments de la dernière colonne. Dernière généralité sur la classification périodique des éléments, avant d'aller regarder de plus près quelques colonnes remarquables. Alors sur cette diapositive, je vais donner beaucoup d'informations qui releveront plus de votre culture scientifique que de choses que l'on exigera de vous au concours. Mais ça facilitera mon propos par la suite avec les choses que je vais mettre en place ici. Alors ce que j'ai représenté ici, ce n'est plus la classification périodique des éléments. J'ai remplacé les éléments par leur corps simple le plus stable, à température ambiante et sous une pression atmosphérique classique. Alors qu'est-ce qu'un corps simple? Un corps simple, c'est un corps qui n'est composé que d'un seul type d'atome. Les corps simples associés aux éléments chimiques peuvent être monoatomiques. Donc je cite ici l'exemple du fer ou de l'hélium. Alors je cite le cas du fer, mais plus généralement, tous les métaux qui sont représentés en gris dans les cases grisées sur cette diapositive sont monoatomiques. Les métaux, sans que vous ayez à connaître cette définition, ce sont des corps simples qui possèdent des propriétés optiques, électriques et thermiques particulières. Propriétés optiques, c'est leur éclat métallique. Électrique et thermique, c'est le fait qu'ils soient conducteurs à la fois d'électricité, à la fois de chaleur. Alors, vous trouverez dans ces cases grisées les métaux qui vous sont familiers, l'aluminium, le chrome, le fer, le nickel, le cuivre, le zinc, l'or, l'argent, etc., etc. Les corps simples, ils peuvent également être diatomiques. Alors c'est le cas par exemple du dihydrogène H2, du dioxygène O2, du diazote N2, du difluor F2. Dernière généralité sur la classification périodique des éléments, avant d'aller regarder de plus près quelques colonnes remarquables. Alors sur cette diapositive, je vais donner beaucoup d'informations qui releveront plus de votre culture scientifique que de choses que l'on exigera de vous au concours. Mais ça facilitera mon propos par la suite avec les choses que je vais mettre en place ici. Alors ce que j'ai représenté ici, ce n'est plus la classification périodique des éléments. J'ai remplacé les éléments par leur corps simple le plus stable, à température ambiante et sous une pression atmosphérique classique. Alors qu'est-ce qu'un corps simple? Un corps simple, c'est un corps qui n'est composé que d'un seul type d'atome. Les corps simples associés aux éléments chimiques peuvent être monoatomiques. Donc je cite ici l'exemple du fer ou de l'hélium. Alors je cite le cas du fer, mais plus généralement, tous les métaux qui sont représentés en gris dans les cases grisées sur cette diapositive sont monoatomiques. Les métaux, sans que vous ayez à connaître cette définition, ce sont des corps simples qui possèdent des propriétés optiques, électriques et thermiques particulières. Propriétés optiques, c'est leur éclat métallique. Électrique et thermique, c'est le fait qu'ils soient conducteurs à la fois d'électricité, à la fois de chaleur. Alors, vous trouverez dans ces cases grisées les métaux qui vous sont familiers, l'aluminium, le chrome, le fer, le nickel, le cuivre, le zinc, l'or, l'argent, etc., etc. Les corps simples, ils peuvent également être diatomiques. Alors c'est le cas par exemple du dihydrogène H2, du dioxygène O2, du diazote N2, du difluor F2. Dernière généralité sur la classification périodique des éléments. Nous allons voir maintenant les principales familles que l'on retrouve dans la classification périodique, c'est-à-dire les principales colonnes. On va commencer par les familles du bloc P et par la 18e colonne, c'est-à-dire la dernière colonne de la classification. C'est la colonne des gaz nobles, anciennement appelée gaz rares. Alors gaz noble, terminologie que j'ai déjà utilisée allègrement dans les chapitres précédents. Je rappelle pour cette colonne la position remarquable de l'hélium, qui malgré sa configuration est considéré comme un gaz noble. Tous les gaz nobles sont des gaz monoatomiques et leur particularité est leur quasi-absence de réactivité. Le fait de posséder une sous-couche P remplie leur confère une stabilité très importante. On va voir par la suite que les éléments cherchent, en formant des ions ou en se liant à d'autres éléments dans les molécules, à se rapprocher de la configuration électronique des gaz nobles pour gagner en stabilité. La 17e colonne de la classification périodique est la colonne des halogènes. F est le fluor, Cl le chlore, Br le brome et I l'iode. On mettra de côté le dernier élément de cette colonne, l'astate AT, qui est un élément radioactif dont les propriétés ne vont pas nous intéresser.
Les corps simples des halogènes sont tous diatomiques. F2 et Cl2 sont des gaz, Br2 est liquide et I2 est un solide. Les halogènes sont des oxydants, c'est-à-dire des espèces susceptibles de capter un électron et donc de former un anion. On reverra la notion d'oxydant en chapitre 7, mais c'est une notion que vous connaissez déjà. Alors, les anions formés, F-, Cl-, Br- et I- sont en effet des ions stables qui se forment très facilement car en captant un électron, les halogènes saturent leur sous-couche P et atteignent ainsi la configuration électronique du gaz noble juste à côté d'eux dans la classification périodique et ainsi ils gagnent en stabilité. On va s'intéresser maintenant aux deux familles du bloc S en mettant à part un élément particulier qui est l'hydrogène. La deuxième colonne est la colonne des métaux alcalino-terreux. Les corps simples sont des métaux, encore une fois monoatomiques donc, et tous les alcalino-terreux sont des réducteurs. À la différence des alcalins, ils vont facilement libérer non plus un, mais deux électrons pour atteindre la configuration électronique du gaz noble le plus proche. Et ils tendent donc à former des cations chargés 2+, comme l'ion magnésium Mg2+, ou l'ion calcium Ca2+. Après s'être intéressé à la présentation de la classification périodique, nous allons voir l'évolution des propriétés physiques et chimiques dans cette classification périodique. Nous allons lister un certain nombre de propriétés, la charge effective, des propriétés énergétiques, les rayons atomiques et ioniques. Ça nous permettra de définir deux concepts, le concept d'électronégativité et de polarisation, dont on parlera à l'intérieur de ce chapitre évolution des propriétés dans la classification périodique. Je voudrais vous mettre en garde sur le fait que les évolutions qu'on va regarder ici dans la classification périodique vont être des grandes tendances, des évolutions globales. En fait, sur toutes les propriétés qu'on va présenter, on va donner des grandes tendances, mais on pourra toujours trouver des cas particuliers qui ne vérifieront pas ces grandes tendances. C'est bien les grandes tendances que je vous demande ici d'avoir en tête et absolument pas les cas particuliers. On va travailler pour déterminer ces grandes tendances, la plupart du temps sur des classifications réduites, où je ne présenterai que les éléments du bloc S et du bloc P pour des raisons de commodité. Commençons par la charge effective. 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 Commençons par la charge effective.
On va voir diverses propriétés énergétiques et on va commencer par l'énergie des orbitales de valence. L'énergie des orbitales de valence peut être donnée par une formule qui n'est pas nécessaire de connaître, que j'ai introduite sur la droite de la diapositive, E égale moins 13,6 Z étoile au carré sur N au carré. L'évolution de l'énergie des orbitales de valence va donc dépendre de la charge effective Z étoile des électrons de valence, ainsi que du nombre quantique principal n pour les orbitales de valence. Le long d'une période, l'évolution est facile. Puisque n est constant, il suffit de regarder l'évolution de z étoile. On a dit que sur une période, z étoile augmentait de gauche à droite. Or, dans l'expression de l'énergie, vous avez un moins z étoile au carré. Si z étoile augmente, moins z étoile au carré diminue. Donc le long d'une période, l'énergie va augmenter non pas de gauche à droite, mais de droite à gauche. Le long d'une colonne, eh bien, on a un effet antagoniste entre z étoile et n. On a z étoile qui augmente de haut en bas et n qui augmente de haut en bas. Or, z étoile est au numérateur, n au dénominateur. Il se trouve que, on va dire que n augmente plus vite que z étoile. La conséquence, c'est que lorsqu'on va se déplacer le long d'une colonne, le facteur z étoile sur n, le tout au carré, diminue. Et puisqu'il y a un signe moins dans la formule de l'énergie, eh bien l'énergie va augmenter de haut en bas dans une colonne de la classification périodique. Après l'énergie des orbitales de valence, on va s'intéresser à l'énergie d'ionisation. L'énergie d'ionisation, qui est notée EI, et qui est parfois appelée potentiel d'ionisation, c'est l'énergie minimale à fournir pour arracher un électron à l'atome à l'état gazeux. C'est donc l'énergie qui correspond à la réaction. L'atome A dans son état gazeux donne l'ion A+ dans un état gazeux plus un électron. L'intérêt d'introduire cette énergie d'ionisation par rapport à l'énergie des orbitales de valence, eh bien c'est que l'énergie des orbitales de valence, c'est un concept théorique. C'est pas une grandeur que l'on peut mesurer expérimentalement, à la différence de l'énergie d'ionisation. On va retenir un résultat en ce qui concerne l'évolution de l'énergie d'ionisation, c'est que plus l'énergie des orbitales de valence est basse, plus l'énergie d'ionisation est grande. Donc si on s'intéresse à l'évolution de l'énergie d'ionisation dans la classification périodique, eh bien cette évolution va être une évolution inverse à celle que l'on avait observée pour l'énergie des orbitales de valence. L'énergie d'ionisation va donc augmenter dans une colonne de bas en haut. Il y a un deuxième schéma en dessous, avec non pas une classification périodique, mais porté en ordonnée l'énergie d'ionisation, porté en abscisse le numéro atomique, et avec cette flèche verte, on retrouve bien, par exemple pour le xénon, le krypton, l'argon, le néon et l'hélium, cette augmentation de l'énergie d'ionisation de bas en haut dans une colonne. Au niveau d'une période, eh bien l'énergie d'ionisation va varier de manière contraire à l'énergie des orbitales de valence. Elle va donc augmenter de gauche à droite. On retrouve pareil sur le schéma du bas ces mêmes évolutions. Une remarque, entre la colonne des gaz nobles et la colonne des alcalins, on voit qu'on a une rupture dans l'énergie d'ionisation. Ça s'explique par la même histoire que ce que j'avais dit sur le Z étoile au niveau des alcalins, un écrantage très fort. En fait, pour ce qui est des gaz nobles, hélium, néon, argon, krypton, xénon, eh bien, ils ont une configuration électronique très stable et il va être très difficile de leur arracher un électron. Par contre, pour le lithium, le sodium, le potassium et le rubinium, qui sont les alcalins, ils ont une configuration en NS1. Cet électron NS1 est très écranté par les autres électrons, il n'y a pas beaucoup d'interaction avec le noyau, il va être très facile de lui arracher. Ça revient à ce qu'on avait dit tout à l'heure, les alcalins sont des corps simples qui sont réducteurs et qui forment facilement. Donc si on s'intéresse à l'évolution de l'énergie d'ionisation dans la classification périodique, eh bien cette évolution va être une évolution inverse à celle que l'on avait observée pour l'énergie des orbitales de valence. L'énergie d'ionisation va donc augmenter dans une colonne de bas en haut. Il y a un deuxième schéma en dessous, avec non pas une classification périodique, mais porté en ordonnée l'énergie d'ionisation, porté en abscisse le numéro atomique, et avec cette flèche verte, on retrouve bien, par exemple pour le xénon, le krypton, l'argon, le néon et l'hélium,
cette augmentation de l'énergie d'ionisation de bas en haut dans une colonne. Au niveau d'une période, eh bien, l'énergie d'ionisation va varier de manière contraire à l'énergie des orbitales de valence. Elle va donc augmenter. On définit parfois l'énergie de première ionisation, car on parle également des énergies de deuxième, troisième, quatrième, etc. ionisation. Si l'énergie de première ionisation est l'énergie qu'il faut fournir pour arracher à l'atome dans son état gazeux un électron, eh bien l'énergie de deuxième ionisation, c'est une fois qu'on a formé l'ion A+, eh bien c'est arracher un électron à cet ion A+. L'énergie de troisième ionisation, lorsqu'on a formé l'ion A2+, c'est arracher à cet ion A2+, un électron. Il se trouve que lorsque l'on fait une première ionisation, l'électron qui va être arraché va être celui qui est le moins lié au noyau. On va se retrouver avec une évolution dans les énergies d'ionisation. Cette évolution est que l'énergie de première ionisation est forcément plus petite que l'énergie de deuxième ionisation, qui est elle-même forcément plus petite que l'énergie de troisième ionisation, du fait qu'on commence par arracher les électrons les moins liés au noyau. Illustration sur l'exemple de l'aluminium, l'énergie de première ionisation 580 kJ par mol. On a une énergie de deuxième ionisation qui est 3 à 4 fois plus grande, et puis une énergie de troisième ionisation qui est encore plus grande que l'énergie de deuxième ionisation. L'aluminium, il se trouve qu'il a 3 électrons de valence. Donc si on lui enlève ces 3 électrons de valence, il va se retrouver dans la configuration électronique du gaz noble qui est avant lui dans la classification périodique. La conséquence de cela, eh bien, c'est que l'énergie de quatrième ionisation de l'aluminium, donc l'énergie qu'il faut fournir pour arracher un électron à l'ion Al3+, est très grande. Effectivement, l'énergie de quatrième ionisation est égale à 11 600 kJ par mol. Les deux dernières propriétés énergétiques que l'on va définir ici sont l'énergie d'attachement électronique ainsi que l'affinité électronique. L'énergie d'attachement électronique est l'énergie libérée lors de l'addition d'un électron à un atome à l'état gazeux. Ça correspond donc à l'énergie libérée lors de la réaction. L'atome plus un électron, le tout dans un état gazeux, donne l'anion A- dans un état gazeux. L'affinité électronique, c'est l'opposé de l'énergie d'attachement électronique, c'est-à-dire que c'est l'énergie qui correspond à la réaction A- donne A plus un électron. On a donc l'affinité électronique égale à moins l'énergie d'attachement électronique, et en général, l'énergie d'attachement électronique est une grandeur négative, donc l'affinité électronique est une grandeur positive. Au niveau des évolutions de ces grandeurs dans la classification périodique, eh bien, elles sont plus difficiles à interpréter. Je vous demande de retenir une chose, c'est juste sur l'évolution de l'affinité électronique. Globalement, elle augmente de la gauche vers la droite sur une même période. À la vue des équations que je donne pour définir les notions d'affinité électronique et puis l'équation qu'on avait vue précédemment pour l'énergie d'ionisation, vous pourriez être tenté de vous dire que l'affinité électronique et l'énergie d'ionisation, c'est exactement le même concept. Ça correspond à l'arrachage d'un électron. Certes, mais par exemple, si on prend un élément donné, si je travaille par exemple sur le fluor et que je définis l'énergie d'ionisation du fluor, c'est la réaction qui, à partir du fluor, va me former F+. Alors que si je parle d'affinité électronique du fluor, c'est la réaction qui, à partir de l'ion fluorure F-, va former le fluor. Donc c'est bien le même processus, un processus d'arrachage d'un électron, mais lorsque je définis l'affinité électronique d'un élément, c'est la réaction qui, à partir de l'anion de l'élément, va me donner l'élément considéré, alors que l'énergie d'ionisation, c'est à partir de l'élément, je vais former le cation. À partir des propriétés énergétiques, on peut définir un concept qui vous sera très utile en chimie organique et en biochimie, c'est le concept de l'électronégativité. L'électronégativité est la capacité d'un atome à attirer vers lui les électrons des autres atomes avec lesquels il est engagé par des liaisons covalentes. Cette électronégativité est notée avec la lettre grecque qui. Si on prend une molécule formée des atomes A et B, si l'on suppose que l'électronégativité de A est supérieure à l'électronégativité de B, alors A va attirer vers lui les électrons impliqués dans la liaison covalente.
On redéfinira lors du cours suivant ce qu'est une liaison covalente, mais c'est quelque chose que vous avez déjà vu au lycée. Le fait que A attire à lui les électrons est symbolisé par cette flèche bleue qui montre que les électrons vont être plus localisés sur A que sur B du fait de cette différence d'électronégativité. Pour l'électronégativité, on va définir différentes échelles. On va en voir deux. L'échelle de Mulliken. Pour Mulliken, l'électronégativité est proportionnelle à la somme énergie d'ionisation plus affinité électronique. En chimie, on utilise plus l'échelle de Pauling, qui est une échelle expérimentale et qui dépend de l'énergie de liaison entre un atome A et un atome B. L'échelle de Pauling utilise une origine conventionnelle, qui est que le fluor, qui se trouve être l'élément le plus électronégatif de la classification périodique, a pour valeur d'électronégativité une valeur de 4. Si on s'intéresse à l'évolution dans la classification périodique de l'électronégativité, alors ici avec une classification encore une fois réduite aux éléments du bloc S et du bloc P, et des valeurs en bleu selon l'échelle de Mulliken et en rouge selon l'échelle de Pauling, une première chose qu'on constate, c'est qu'on ne définit pas d'électronégativité pour les gaz nobles. En fait, ça vient du fait que les gaz nobles ont une structure électronique stable et qui vont avoir peu tendance à former des liaisons covalentes. Or, la définition de l'électronégativité prend en compte, en particulier selon l'échelle de Pauling, le fait que l'atome doit être dans une liaison covalente. Pour ce qui est de l'évolution de l'électronégativité dans la classification périodique, alors sur une période, on va avoir augmentation de l'électronégativité, que ce soit selon l'échelle de Pauling ou selon l'échelle de Mulliken. Si on prend la définition par Mulliken, en fait, le long d'une période, on a augmentation de l'énergie d'ionisation, augmentation de l'affinité électronique, donc augmentation de l'électronégativité. Alors vous voyez encore une fois que ce sont des grandes tendances et que dans l'échelle bleue, l'échelle de Mulliken, si on passe du bord Z égale 5 au carbone, Z égale 6 à l'azote, Z égale 7, on a des ruptures dans cette évolution. Encore une fois, on regarde ici que les grandes tendances. Le long maintenant d'une colonne, alors on n'a pas vu comment varier l'affinité électronique le long d'une colonne, mais on va se rattacher à la variation de l'énergie d'ionisation. L'énergie de ionisation augmente de bas en haut et l'électronégativité va également augmenter de bas en haut. Alors on voit avec ça que, étant donné que l'électronégativité augmente de bas en haut et de gauche à droite, on va se retrouver avec l'élément fluor, Z égale 9, qui va être l'atome le plus électronégatif de la classification périodique, l'élément le plus électronégatif. Au niveau de l'électronégativité, il faut retenir les éléments les plus électronégatifs. Pour ça, en chimie, en biochimie, on sert essentiellement de l'échelle de Pauling et on met de côté celle de Mulliken. Et vous voyez que dans l'échelle de Pauling, les éléments les plus électronégatifs, ce sont l'azote, Z égale 7, l'oxygène, Z égale 8, le fluor, Z égale 9, le chlore, Z égale 17 et le brome, Z égale 35. Voilà en fait les 5 éléments qu'on prend comme les éléments les plus électronégatifs de la classification périodique. Il existe une phrase mnémotechnique pour retenir les éléments les plus électronégatifs et l'ordre de ces éléments les plus électronégatifs. Je vais vous la donner, même si c'est une phrase que je n'aime pas beaucoup. La phrase, c'est « font que le brome s'y cache », qui permet de déterminer les éléments les plus électronégatifs, fluor, oxygène, azote, chlore, brome, soufre, carbone, hydrogène, et de donner un ordre. Alors, l'ordre tel que la phrase le donne, font que le brome s'y cache, n'est pas l'ordre réel. Il faut penser, à partir de cette phrase, à inverser les éléments azote et chlore pour avoir l'ordre réel de l'électronégativité. Bon, c'est une phrase mémotechnique qu'on retrouve assez couramment. Donc, comme vous pourriez la trouver, par exemple, dans la littérature, je vous la donne. C'est une phrase que j'aime pas trop. Moi, ce que je vous demande plutôt d'avoir en tête, ce sont les 5 éléments les plus électronégatifs, fluor, oxygène, azote, chlore et brome, en sachant que le fluor est l'atome le plus électronégatif de tous les éléments existants et de tous les éléments de la classification périodique. Nous allons maintenant nous intéresser à l'évolution des rayons atomiques et ioniques dans la classification périodique. En commençant par le rayon atomique, qui est défini comme le rayon de l'orbital de valence.
c'est un concept théorique, mais qui va nous donner une estimation de la taille de l'atome. Il y a une formule qui permet d'estimer, donc, de calculer le rayon atomique, que je vous ai donné sur la droite de la diapositive, et qui, comme l'énergie des orbitales de valence, n'est pas une formule à connaître. Le rayon atomique est relié à n et à z étoiles. Si on regarde son évolution au rayon atomique dans la classification périodique, on va trouver que le rayon, sur une période, eh bien, il augmente de droite à gauche. Ça, c'est à relier puisqu'on est à n constant avec l'évolution de z étoiles le long d'une période. Le long d'une colonne, on a encore l'effet antagoniste de n et de z étoiles. N augmente plus vite que z étoiles, n au carré augmente bien sûr plus vite du coup que z étoiles. C'est l'évolution de n qui va être prépondérante, et ceci a pour conséquence que le rayon atomique va augmenter lorsque l'on passe de haut en bas sur une colonne de la classification périodique. Attention au niveau du rayon atomique, on voit qu'ici, un atome qui possède plus d'électrons qu'un autre n'a pas forcément un rayon atomique plus grand. Si on regarde sur une période, sur une ligne, eh bien, vous avez de plus en plus d'électrons et des rayons atomiques de plus en plus petits. Donc penser qu'un atome qui possède plus d'électrons qu'un autre possède un rayon plus grand est une idée assez répandue, mais qui est une idée fausse. Autant il est vrai que sur une colonne, le rayon atomique augmente avec l'ajout d'électrons, autant sur une période, ceci est faux. Il est à noter que, à l'instar de l'énergie des orbitales de valence, le rayon atomique est une grandeur théorique, mais n'est pas une grandeur que l'on peut mesurer. Vous rencontrerez dans votre cursus scientifique d'autres rayons que je ne vais pas définir ici, comme le rayon covalent ou le rayon de Van der Waals, qui sont des rayons que l'on peut mesurer. Un autre rayon que l'on peut mesurer, c'est le rayon ionique, auquel on va s'intéresser tout de suite. Le rayon ionique, ça va être le rayon des anions et des cations. Les anions sont en général plus gros que les cations. Le rayon d'un anion est plus gros que celui de l'atome neutre qui lui correspond. Au niveau des cations, le rayon d'un cation est plus petit que celui de l'atome neutre qui lui correspond. Et si un élément, et c'est le cas pour beaucoup de métaux du bloc D, peut former plusieurs cations, plus on enlève d'électrons et plus le rayon est petit. On va illustrer ces différentes règles que je viens de dénoncer avec, pareil, une classification périodique qui donne une certaine classification périodique simplifiée qui donne certaines valeurs de rayon pour certains éléments de cette classification. Le fait que les anions sont en général plus gros que les cations se retrouve assez bien sur cette classification périodique. Ensuite, le fait que le rayon d'un anion est plus gros que celui de l'atome neutre qui lui correspond, on peut par exemple prendre le cas du chlore. Le chlore a un rayon atomique de 99 picomètres, c'est-à-dire 99 10-12 mètres, alors que l'ion chlorure Cl- a un rayon ionique de 181 picomètres. Pour ce qui est des cations, par exemple si on prend le sodium a un rayon atomique de 186 picomètres, l'ion sodium a un rayon ionique de 99 picomètres. Si on veut prendre un métal du bloc D pour voir lorsqu'il peut former plusieurs cations, que effectivement plus on enlève d'électrons et plus le rayon est petit, on peut s'intéresser par exemple au cas du fer. On va trouver que l'ion Fe2+ a un rayon ionique de 82 picomètres, ce qui est plus grand que le rayon ionique de l'ion Fe3+, où on a enlevé encore un électron, qui a un rayon ionique de 67 picomètres. On va terminer ce chapitre en définissant les notions de polarisation, de pouvoir polarisant et de polarisabilité. C'est directement lié aux histoires de rayons atomiques et de rayons ioniques, et ce sont des concepts qui vous serviront en chimie organique et en biochimie. La polarisation, c'est la déformation du nuage électronique sous l'action d'un champ électrique. Le pouvoir polarisant, ça va être la capacité d'une espèce à engendrer la polarisation d'autres espèces, c'est-à-dire à créer ce champ électrique qui va polariser une espèce qui lui est proche. Plus une espèce est petite et plus elle est chargée, plus elle sera dite polarisante. A l'inverse, la polarisabilité, c'est la capacité d'une espèce à subir une polarisation. Plus une espèce va être grosse et plus elle sera polarisable. Ce cours sur la classification périodique des éléments est maintenant terminé. On va voir ensemble ce qu'il est important de maîtriser.
Le grand 1 présentait en premier lieu un bref historique qui est du ressort de votre culture scientifique. Puis était présenté un certain nombre de généralités sur la classification actuelle, dont il faut juste avoir en tête l'organisation générale, ainsi que les principales familles et leurs propriétés. Il est bien entendu totalement exclu d'apprendre par cœur la classification. Alors comprendre l'organisation générale de la classification périodique doit vous amener à savoir facilement trouver par exemple la place d'un élément à partir de sa configuration électronique. Pour ce qui est de l'évolution des propriétés, il faut connaître les évolutions de l'énergie d'ionisation, de l'affinité électronique et de l'électronégativité. Il faut avoir en tête les éléments les plus électronégatifs et retenir que le fluor est l'élément le plus électronégatif de la classification périodique. Ce cours sur la classification périodique des éléments est maintenant terminé. On va voir ensemble ce qu'il est important de maîtriser. Le grand 1 présentait en premier lieu un bref historique qui est du ressort de votre culture scientifique. Puis était présenté un certain nombre de généralités sur la classification